à tous et merci d'être présents à cette visioconférence proposée par la MGFI. Aujourd'hui, on a souhaité aborder un sujet qui, j'allais dire, est un petit peu un sujet d'actualité, le lien social. Alors pourquoi ce sujet? Bien, effectivement, on a connu cette période de Covid qui a été une période exceptionnelle où il y a eu une rupture, on va dire, du contact entre les êtres humains parce qu'il y a eu cet isolement. Et maintenant, nous revenons à une période, j'allais dire, où on recrée ce lien social. Alors, vous allez voir qu'effectivement, ce lien social est très important parce qu'il permet de sortir de l'isolement. Et dans toutes les problématiques qui sont liées aux pathologies, aux maladies, eh bien, on va voir aussi qu'il a une place importante. Donc, pour cela, aujourd'hui, on accueille Stéphanie Motton. Alors, Stéphanie Motton est chirurgien gynécologue au CHU de Toulouse, le CHU Purpan, et c'est elle qui va animer cette visioconférence avec nous. Alors, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas à intervenir. Et puis, effectivement, je vais céder la parole à Stéphanie Motton, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bienvenue à vous et n'hésitez pas maintenant à prendre la parole. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de l'activité physique comme vecteur de lien social. Bien entendu, nous verrons qu'il y a plusieurs déterminants qui impactent en tout cas ce lien social et l'activité physique, bien entendu, est un de ces déterminants. Donc, je vous fais une petite présentation et de temps en temps, je ferai une pause pour vous demander si vous avez des questions. Il y a environ 3 chapitres et donc, du coup, on fera une pause entre chaque chapitre. Donc, si on fait un petit peu de philosophie, sur cette diapositive, en fait, on voit l'évolution de l'homme. Alors, cette photo, ce dessin est plutôt sympa parce qu'avec le téléphone à la fin, c'est vrai que sur ces 10 dernières années, on se courbe à nouveau avec ce téléphone. Mais donc, en fait, c'était surtout pour vous dire, faire passer ce message, c'est que génétiquement, nous ne sommes pas programmés pour le peu d'activité physique que nous avons aujourd'hui. On était programmés pour une dizaine, douzaine, voire une quinzaine d'heures de marche par jour, à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Notre ADN est le même et pour autant, notre activité n'est plus du tout la même. Alors ça a un impact, on va le voir un petit peu après. Et puis, il y a un paradoxe, surtout dans nos pays développés, un paradoxe entre la diminution de l'activité physique et la modification des comportements alimentaires, avec bien entendu un impact sur les pathologies chroniques, sur la surcharge pondérale. Et puis, on a la professionnalisation du sport avec des fabriques à champions qui, évidemment, vont entraîner des blessures et des accidents et un stress propre à cette activité physique intense. Donc voilà, donc vraiment ce paradoxe aujourd'hui dans nos sociétés développées. Et puis, vous voyez, donc la première épidémie mondiale non infectieuse, c'est le surpoids aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé nous le rappelle sans cesse et met en place des plans pour essayer de diminuer ce surpoids. Et nous allons voir que non seulement le surpoids a un impact sur notre santé, mais qu'il est en permanence en train d'augmenter. Et donc ça pose vraiment problème. Donc ça, c'est pour vous donner quelques chiffres parce que ça parle quand même pas mal. L'obésité, donc ça concerne 17% des adultes en France, 13% dans le monde. Donc vous voyez, ça nous permet de nous situer. Il y a de nombreuses complications à l'obésité. C'est le diabète de type 2, c'est les maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, rénales, certains cancers qui sont liés avec l'obésité, les maladies respiratoires, articulaires, dermatologiques, etc. Donc voilà. Tout ça a un impact. Et puis, je voulais aussi vous donner quelques notions sur ce qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles. Donc, ces maladies chroniques non transmissibles, elles sont... Pardon, je pousse un petit sale. Donc, elles sont responsables en fait de 70% des dépenses de santé selon l'OMS. Et vous voyez, ces maladies chroniques non transmissibles, c'est la cause de 36 millions de décès par an dans le monde. Ce sont les maladies cardiovasculaires, c'est le diabète, ce sont les cancers, ce sont les maladies pulmonaires chroniques.
Et nous avons 4 facteurs modifiables, c'est-à-dire 4 facteurs que l'on peut modifier et qui ont un impact sur ces maladies chroniques, un impact direct. Donc, nous avons le tabac, nous avons l'alimentation, nous avons la consommation d'alcool et nous avons la sédentarité et l'inactivité physique. Alors, nous, évidemment, on va se focaliser ce soir sur l'activité physique, mais donc, vous voyez qu'il y a d'autres facteurs, bien entendu, qui sont modifiables. En France, on a environ 10 millions de personnes qui sont touchées par ces pathologies chroniques non transmissibles. Alors, la santé, c'est quoi? Selon l'OMS, la santé, c'est un état de complet bien-être physique, ça nous le savions, mental, nous le savions aussi, et social. C'est un aspect, cet aspect social qui a quand même été négligé pendant de nombreuses années. Vous voyez que c'est une définition de l'OMS qui date de 1946, donc ce n'est pas d'hier. Et c'est vrai que cet aspect social, il est de plus en plus pris en charge, mais ça reste quand même assez récent, c'est-à-dire sur la dernière décennie. Donc, en fait, la santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie ou d'infirmité, c'est donc un bien-être qui va être physique et mental et social. Il faut bien se sentir. La santé, en fait, c'est la qualité de vie. Je vous donne aussi quelques notions pour débuter ce topo sur l'activité physique. On entend parler, on a beaucoup de termes, activité physique, sport, activité physique adaptée. L'activité physique ne veut pas dire forcément sport. Vous allez le voir, l'activité physique, c'est tout mouvement qui est lié à une contraction musculaire. En vrai, c'est bouger. Et puis, nous avons l'activité physique adaptée. Aujourd'hui, on adapte l'activité physique aux capacités et limites de la personne qui est prise en charge. Aujourd'hui, on arrive à faire pratiquer de l'activité physique adaptée à des personnes qui sont au lit, des personnes qui ne peuvent pas se lever. Donc, vous imaginez entre une personne qui est en très, très bonne santé et une personne qui est au lit, qui ne peut pas se lever, il y a tout un panel de personnes. Et donc, on va pouvoir, en fait, on peut toujours, il faut bien retenir ça, on peut toujours adapter l'activité physique, quelles que soient les pathologies, qu'elles soient articulaires, qu'elles soient cardiovasculaires, etc. Donc, ça, c'est un premier message qui est important. Tout le monde peut pratiquer une activité physique si elle est adaptée. L'activité physique, je vous disais, n'est pas sport. Maintenant, nous allons parler de l'exercice physique. Quel est ce terme d'exercice physique? En fait, c'est une activité physique qui va être programmée et qui va être réalisée pour sa santé. Et puis, nous avons le sport. Le sport, c'est un exercice physique qui est, lui, réalisé dans un cadre réglementaire souvent réglementé par les fédérations sportives, soit en loisir, amateur, loisir, soit en compétition. Mais même en loisir ou en tant qu'amateur, le sport, c'est un exercice physique qui est réglementé. Il y a des règles par une fédération. L'inactivité physique ne veut pas forcément dire sédentaire. On peut être inactif au niveau physique parce qu'on ne pratique pas l'activité physique journalière recommandée. On peut être sédentaire même si on est sportif. Je vous donne un exemple. Vous pratiquez le week-end du foot. En tant qu'amateur, donc c'est du sport, puisque vous êtes dans une activité qui est réglementée, en club, etc., enfin ou pas, peu importe, mais c'est une activité qui est réglementée. Et vous avez une profession qui fait que vous êtes assis plus de 7 heures par jour. Vous êtes sportif, pour autant vous êtes sédentaire. Donc voilà, il ne faut pas mélanger, il faut vraiment avoir la notion de toutes ces notions parce qu'évidemment, ça va être important pour la suite. Donc on peut être sportif et sédentaire. Il faut savoir quand même aujourd'hui que la capacité physique est directement liée aujourd'hui à des pathologies. Alors, je voulais vous montrer cette diapo, elle est un petit peu compliquée, mais vous voyez en bas, en fait, vous avez chaque colonne, en fait, représente une pathologie.
Alors, je vais essayer de pousser mon truc, sinon je ne vois pas. Voilà. Sur le premier, par exemple, c'est l'hypertension. Et vous voyez, en fait, les mètres, c'est l'unité de mesure de l'activité physique. D'accord ? L'unité de mesure, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est l'intensité, c'est l'énergie développée par une personne. Et donc, évidemment, plus on développe de mètres, là supérieure à 8 mètres, là, ça va être une activité physique qui est assez forte. Entre 5 et 8, c'est une activité physique qui est modérée, et en dessous de 5, c'est une activité physique qui est légère. Je vous donne un exemple. Si vous êtes assis pendant 1 heure, vous allez dépenser à peu près 1 mètre. Si vous marchez pendant 1 heure, vous allez dépenser à peu près 3 mètres. Donc voilà, donc en fait, on trouve ça très facilement sur les moteurs de recherche sur Internet. Vous tapez activité et mètres et on va vous dire quand vous dormez, combien vous dépensez de mètres, quand vous êtes assis, quand vous marchez, quand vous jouez au tennis, voilà, toutes les activités aujourd'hui ont leur correspondance en mètres. Donc vous voyez par exemple l'hypertension, si on prend 3 groupes de personnes qui ont une hypertension, donc ils ont tous une pathologie chronique qui est l'hypertension artérielle. Pour autant, celui qui pratique une activité physique intensive, c'est-à-dire qui développe 8 mètres, il a un risque, vous voyez à gauche, c'est le risque relatif de décès dû à sa pathologie. Il a un risque relatif de décès qui est plus bas que celui qui dépasse moins de 5 mètres. Donc voilà, et ça c'est valable en fait pour le diabète, pour la personne qui consomme du tabac, même un tabagique qui pratique une activité physique, il a un risque de décès qui est moins élevé lorsque l'activité physique est intensive par rapport à une activité physique légère. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer que vraiment, la capacité physique, c'est un marqueur pronostic indépendant au sein des pathologies. Alors, il y a un autre exemple, ça aussi, ça parle un petit peu, donc c'est une diapo un petit peu sympa, je voulais vous la montrer. Donc, vous voyez, ça, c'est les risques cardiovasculaires et l'inactivité physique. Si on prend, en fait, si on compare des chauffeurs de bus et des contrôleurs de bus qui ont fait un infarctus du myocarde, le risque de décès est plus important chez les personnes qui ont une inactivité physique, c'est-à-dire en fait chez le chauffeur. Le chauffeur est assis toute la journée alors que le contrôleur, lui, marche. Donc voilà, donc vraiment, l'activité physique, la sédentarité ont un impact sur toutes ces pathologies chroniques et non seulement l'inactivité peut entraîner un risque de développer une maladie chronique, mais elle peut, une fois que la maladie est là, aggraver cette maladie chronique et donc diminuer l'espérance de vie des gens en bonne santé. Donc, il y a un monsieur qui disait qu'il faudrait particulièrement être en parfaite santé pour être sédentaire. Donc, je mets cette diapo parce que j'ai souvent des personnes en consultation, quand je leur parle de l'activité physique, je suis très consciente de la personne en face de moi. C'est souvent, par exemple, une dame dans ma pratique qui est en surcharge mentale, qui a plus de 65 ans et qui me dit « mais moi, je n'ai pas fait de sport depuis 15 ans, donc vous me parlez d'activité physique, mais c'est dangereux pour moi ». En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais ce qui est très dangereux, c'est plutôt le mode de vie totalement sédentaire, c'est-à-dire de rester assis toute la journée, enfin plus de 10 heures par jour. Ce mode de vie est beaucoup plus dangereux que de s'essayer à aller marcher 1 heure, 1 heure et demie dans la journée autour de chez soi. En médecine, il y a plusieurs étapes en prévention. Il y a la prévention primaire, c'est avant que la maladie arrive. Il y a la prévention secondaire, c'est pour limiter les conséquences de la maladie. Et puis, il y a la prévention tertiaire pour réparer les conséquences de la maladie. Et vous verrez que l'activité physique, en fait, elle a un rôle à jouer dans chacune de ces préventions. Elle est utile.
encore une fois, quelques chiffres parce que ça parle. En prévention primaire, on peut diminuer de 20%, par exemple, le risque de survenue d'un cancer du sein. Donc, c'est quand même pas négligeable. On peut aller jusqu'à 30%, on peut diminuer de 30% la survenue d'un cancer de l'utérus. Donc, vous voyez, c'est pas de la rigolade, quoi, hein, c'est des vrais chiffres, c'est important. Donc voilà, on ne va pas parler de ça là aujourd'hui, je voulais l'enlever, mais ça, aujourd'hui, les gens qui sont suivis pour un cancer en France, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 10 millions de personnes touchées par une pathologie chronique. Le cancer, c'est à peu près 4 millions de personnes parmi ces 10 millions, donc ce n'est pas négligeable. Une fois que la maladie cancéreuse est là, donc là, vous voyez, on est en prévention secondaire et en prévention tertiaire maintenant. Si on prend par exemple l'exemple du cancer du sein, chez une personne, une femme qui démarre une activité physique alors qu'elle n'en faisait pas avant, après un diagnostic de cancer du sein, on va pouvoir diminuer la mortalité jusqu'à 48%. Et on va pouvoir diminuer le risque de récidive du cancer du sein jusqu'à 24%. Donc pour nous, en tout cas, médecins impliqués dans le cancer, vous imaginez bien que l'activité physique aujourd'hui, c'est un traitement, certes, il n'est pas, c'est une thérapie non médicamenteuse, mais c'est un traitement que l'on souhaite utiliser parce qu'il a des chiffres, enfin des résultats en tout cas, qui sont très très importants avec peu d'effets secondaires pour le coup par rapport au traitement qu'on utilise. On peut faire du sport, on peut faire de l'activité physique adaptée pendant les traitements et aujourd'hui, elle est même recommandée. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre une meilleure tolérance des traitements. Que ce soit des traitements hormonaux, que ce soit des traitements avec des effets secondaires type nausée, type fatigue, etc. La pratique de l'activité physique va permettre vraiment d'améliorer la tolérance au traitement et du coup d'améliorer la qualité de vie des gens après cancer. Donc, l'activité physique, on se dirige lentement vers notre aspect social, mais j'avais besoin quand même de vous dire pourquoi on utilise l'activité physique. Et c'est-à-dire qu'avant d'avoir des résultats, vous imaginez bien, sur le lien social, sur l'aspect social, évidemment, on se préoccupait de savoir, de connaître les résultats en fait sur le côté physique et sur le côté mental de la maladie. Une fois tous ces résultats obtenus, évidemment, aujourd'hui, on se préoccupe énormément de l'aspect social et vous allez voir qu'il y a aussi des résultats qui sont très intéressants. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce schéma, il est compliqué, je fais exprès de le mettre, hein, donc ne cherchez pas trop à le comprendre parce qu'il est compliqué, mais encore une fois, je vous dis, c'est fait exprès. En gros, à droite, vous avez le muscle. Dans le muscle, on a des facteurs de protection contre la tumeur, c'est-à-dire des marqueurs, des facteurs en fait qui vont nous protéger, ça fait partie de notre immunité, qui vont nous protéger contre les cellules tumorales en essayant de les éliminer. Et dans la graisse, on a plutôt des facteurs qui sont pro-tumoraux, c'est-à-dire c'est un environnement en fait, la graisse, qui favorise, quand il y a des cellules cancéreuses, en tout cas, qui favorisent la croissance, la multiplication des cellules tumorales. Donc, vous voyez que pour nous, c'est hyper important, c'est-à-dire que non seulement on sait qu'il y a des résultats, mais en plus, maintenant, aujourd'hui, on comprend les mécanismes. Donc, dès qu'une personne est malade, dès le diagnostic d'annonce de la maladie, bien entendu, il faut parler des bénéfices de l'activité physique. Alors, on a parlé un peu du cancer, des pathologies chroniques, et je voulais aussi vous parler un petit peu de l'activité physique et des personnes de plus de 65 ans, puisque aujourd'hui, alors on parle beaucoup aujourd'hui des personnes de plus de 65 ans, c'est très, très important. Il y a des facteurs de fragilité, nous les appelons comme ça, et ces facteurs de fragilité, quand on prend de l'âge, en fait, ces facteurs de fragilité, c'est l'évolution naturelle. Évidemment, ces facteurs de fragilité augmentent. Il y a la perte de poids. Quand je dis la perte de poids dans les facteurs de fragilité, évidemment, ce n'est pas la perte de poids, ce n'est pas la perte de la masse graisseuse, mais c'est la perte, c'est la fonte musculaire. Il y a une fatigue qui peut être subjective, mais en tout cas, c'est une fatigue. Il y a
en effet l'activité physique. Les facteurs de fragilité, c'est aussi la vitesse de marche qui va diminuer et c'est aussi la force qui va également diminuer. Donc, vous voyez, là, c'est une étude qui était sur 1300 personnes à peu près. Sur ces 1300 personnes, il y en avait 626 qui n'avaient aucun critère de fragilité. Donc, c'est des personnes que l'on dit robustes. Des personnes, 600 et quelques qui avaient 1 à 2 critères, donc c'est des personnes qui sont dites intermédiaires. Et puis, celles qui avaient égal ou supérieur à 3 critères de fragilité, c'est des personnes qui sont dites fragiles. Pourquoi on parle de cette fragilité? Tout simplement, en fait, que ces facteurs de fragilité, ils ont un lien direct avec le déclin cognitif de la personne. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on parle de facteurs de fragilité qui sont quand même des facteurs physiques, et c'est ces facteurs physiques qui ont un lien direct avec le déclin cognitif chez les personnes de plus de 65 ans. Donc, évidemment, il va falloir travailler sur ces facteurs de fragilité. Alors, à nouveau, je continue. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Là, en fait, c'était également une diapo pour vous montrer que l'exercice physique est directement associé avec la réduction du risque de démence chez les personnes de plus de 65 ans. Alors, la petite photo de droite pour l'info, enfin pour l'anecdote, elle a plus de 65 ans, même si ça ne se voit pas trop sur la photo. Chez nous, elle a le surnom de la Kylian Jornet des rubis, parce que bon, c'est une personne qui court et qui s'est vraiment mise à courir avec le diagnostic de son cancer du sein il y a plus de 10 ans maintenant, et qui aujourd'hui... il n'y a pas photo, quoi, hein. Elle a une activité physique qui est régulière et qui est même très soutenue et vraiment une qualité de vie qui va avec. Attendez, parce que nous avons déjà 2 questions qui concernent le Je nombre vois. de pas. Je ne sais pas si vous les voyez. Marie-Pierre nous demande effectivement que pensez-vous de compter ses pas? Et j'allais dire en parallèle, est-ce que vous pouvez nous conseiller un site ou une application qui permet de compter ses pas? Oui. Alors, moi, je parle souvent de ça dans mes consultations. Je trouve que c'est un très bon moyen de motivation. Aujourd'hui, on est quasiment tous équipés de smartphones, etc. Il y a une application qui s'appelle, est-ce que je l'ai toujours? C'est des applications qui sont gratuites, hein, donc surtout, ne mettez pas de l'argent, surtout au début, pour ces applications. Mais vous allez sur l'Apple Store si vous avez Apple ou autre, et vous tapez podomètre. Et vous prenez les plus fréquentes là, enfin ça marche très très bien. Alors le seul petit souci avec le téléphone, c'est qu'évidemment on n'a pas toujours le téléphone sur soi. Alors évidemment quand on télécharge un podomètre, une application de podomètre, on fait au maximum l'effort de l'avoir avec soi, mais ça rate quand même pas mal de pas. Mais c'est pas mal pour commencer et c'est très motivant. Quand vous avez installé un podomètre, moi je sais quand je l'ai installé la première fois, j'ai commencé, écoutez bien, j'ai commencé par me garer plus loin pour pouvoir marcher en fait. Je faisais en sorte de trouver une place un peu loin pour pouvoir faire des pas. Ensuite, je me levais plus fréquemment de mon bureau. J'ai moins râlé quand on me mettait ma salle de consultation loin de la salle d'attente des patients. Voilà, le but, c'était de faire un maximum de pas. Et une fois que je me suis vraiment habituée, parce qu'on s'y habitue, après, j'ai investi dans une montre, parce que c'est vrai qu'une montre, voilà, vous la portez tout le temps et ça change quand même le nombre de pas, ça change beaucoup, parce que dès le matin au lever, en fait, ça compte tous vos pas, hein, entre la chambre et la salle de bain. Et donc, ça double quasiment le nombre de pas par jour. Donc oui, le conseil de compter ses pas, c'est très bien, parce qu'on va se rendre compte, moi je me suis rendu compte au début qu'il y a j'ai des jours en fait où je faisais peu de pas
Et c'est sur ces journées-là, en fait, que j'ai travaillé sur, voilà, je savais que j'allais rester assise, donc je me garais un petit peu plus loin pour pouvoir faire un nombre de pas plus important. Donc, ça permet quand même de s'organiser un peu. Donc, oui, je le conseille vraiment et je le conseille tout le temps en consultation. Ensuite, je crois qu'il y a une... alors là, c'est pour vous, hein, la MGFI Alors, j'ai va-t-elle une organiser... question, oui, voilà. Pour nous, effectivement, est-ce que la MGFI organise des actions de promotion de l'activité physique en présentiel pour les retraités? Alors, je vais vous répondre oui. C'est organisé départementalement, donc effectivement, il faut suivre un petit peu l'actualité de son département. Et pour cela, moi, je vous invite à vous connecter à votre espace personnel sur le site www.mgfi.fr. Et dans votre espace personnel, vous verrez qu'il y a un agenda prévention. Et donc, vous retrouvez les actions qui sont proposées dans votre département pour participer à ces actions. À titre d'exemple, donc, très prochainement, va commencer effectivement ce qu'on appelle, nous, la campagne d'assemblée départementale des adhérents. Et à l'occasion de ces assemblées départementales des adhérents, eh bien, vous verrez que vous avez toujours un temps de prévention qui est proposé, alors qui est plutôt sous la forme d'une conférence et débat, mais qui pourra vous donner des informations sur les prochaines actions qui seront menées en présentiel. Voilà, donc connectez-vous à votre espace personnel et regardez un petit peu ce qui vous est proposé dans votre département. Madame Motton, je vous rends la Oui, parole. je vais garder, si vous voyez bien là comme ça, je vais garder mes diapos comme ça parce que j'ai l'impression que j'aurai un peu plus la main dessus. Donc là, c'était pour vous donner un autre exemple, en fait, et vous parler de la marche. La marche et les capacités cognitives chez les femmes âgées. Donc, vous voyez, en fait, que chez quasiment 20 000 femmes américaines de 70 à 81 ans, il y a moins de déclin cognitif chez celles qui marchaient le plus. Donc, vous voyez, la marche, la marche, c'est vraiment un facteur de fragilité. Et évidemment, on sait très bien que chez les personnes âgées, il y a de plus en plus de difficultés à marcher, des peurs de tomber, des problèmes d'équilibre, et donc les gens marchent de moins en moins. Donc c'est pour ça, vous allez voir que c'est vraiment intéressant de garder cette capacité de marche chez les personnes. Voilà. Donc il y a aussi, en fait, vous voyez, la marche. Je vais descendre ce truc-là. Il y a aussi un lien direct entre la marche et le risque de démence. Donc, vous voyez, les hommes qui marchaient moins de 500 mètres par jour ont 2 fois plus de risque de démence comparé aux hommes qui marchaient plus de 2 km par jour. Alors, c'est des études, mais c'est important en tout cas de voir que c'est directement lié et que ça fait partie vraiment des facteurs de fragilité sur lesquels il faut travailler. Donc, en fait, aujourd'hui, si on regarde un programme d'activité physique adapté sur la santé, la qualité de vie de la personne en situation de handicap mental, ça c'est un autre exemple. Je vous ai parlé donc des pathologies chroniques, je vous ai parlé des personnes âgées, je vous parle maintenant du handicap. En fait, on voit que les personnes qui sont en situation de handicap mental ont un risque beaucoup plus important que la population classique, ordinaire, un risque lié à la sédentarité qui est beaucoup plus important. Un risque de surpoids, d'obésité, un déconditionnement physique et une perte d'autonomie qui sont beaucoup plus rapides chez cette personne en cas de manque d'activité physique. Et donc, évidemment, des facteurs de risque de santé qui vont augmenter. C'est également... Tout ça va entraîner et est un facteur d'isolement social et de repli sur soi-même que l'on voit de façon accélérée chez ces personnes. Enfin, on le sait, à partir du moment où il y a une prise en charge adaptée, ces personnes ont une meilleure qualité de vie. Alors l'amélioration, je vous en parle un petit peu de ce handicap parce que quand même c'est important, mais en plus, en ce moment, je suis dans un pays où on s'occupe beaucoup des personnes en situation de handicap. Je le vois tous les jours avec des gens qui aident les personnes à sortir de leur institution et à marcher. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, on a des progrès, évidemment, à partir du moment où on a une activité physique qui sont très marquées chez les plus de 55 ans, dans les domaines du bien-être psychologique, c'est ce qu'on disait, de l'équilibre somatique, de la réalisation personnelle. Et donc, on va avoir un effet bénéfique sur la santé au niveau cardiovasculaire, respiratoire, métabolique, locomoteur, estime de soi, etc. Je vous montre quelques photos parce que
En plus d'être bénéfique sur la santé, l'activité physique chez des personnes en situation de handicap, c'est permettre d'améliorer la précision, permet d'améliorer la précision, notamment dans les gestes de l'activité quotidienne. Par exemple, pour cette petite fille qui a une trisomie, ben, ça lui permet, l'activité physique, d'améliorer ses gestes pour refaire ses lacets. Ça permet d'améliorer la coordination, ça permet d'améliorer la réponse aux consignes, la compréhension, ça va permettre d'améliorer la concentration également, l'équilibre et la sociabilité, évidemment. Ça permet aussi d'améliorer la force musculaire, la relation à l'autre, la relation à l'autorité, à l'estime de soi, des relations d'amitié, etc. Donc, c'est vraiment très, très intéressant dans cette situation. Donc, voilà, le résultat, c'est qu'il faut promouvoir l'activité physique partout, pour tous, évidemment dans un environnement adapté. On a vu quelques exemples. Je vous ai dit au début que l'activité physique adaptée, elle était praticable par tous à partir du moment où on est dans un environnement sécurisé avec des personnes bienveillantes qui vont nous aider à pratiquer cette activité physique. Et l'activité physique, j'ai souvent des personnes qui me disent « Ah non, je n'ai pas le temps en ce moment, je travaille trop ». Encore une fois, vous m'avez posé la question du podomètre. Au travail, on peut s'organiser pour faire de l'activité physique. Évidemment, ce n'est pas une partie de tennis, évidemment, ce n'est pas une heure de course à pied, mais monter des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, se garer un petit peu plus loin pour faire ses 10 000 pas par jour. Enfin voilà, c'est tout ça. Penser à se lever régulièrement, toutes les heures, aller marcher un petit peu et revenir. Personne n'empêche ça et ça peut faire partie de la journée de travail. Le but, c'est de rompre la spirale du déconditionnement. Cette diapositive, elle est valable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est valable pour des gens qui sont en situation de maladie chronique, elle est valable pour les gens qui sont en situation de handicap, elle est valable pour les gens qui prennent de l'âge. Même si on n'a pas plus de 65 ans, on prend de l'âge bien avant. Et donc, le but, c'est vraiment de rompre cette spirale du déconditionnement où nous allons, je veux dire, c'est l'évolution naturelle. Le but, c'est de garder son autonomie. Le but, c'est de rester adapté. Le but, c'est d'améliorer son souffle. Ça, c'est hyper important. J'ai des gens très souvent qui me disent « Ah non, mais docteur, je ne peux pas faire de sport. Dès que je marche un peu, je suis essoufflée. » L'essoufflement est nécessaire. Il faudrait être au moins essoufflé 3, 4, 5 fois dans la journée. Ne pas du tout être essoufflé, c'est vraiment un marqueur de sédentarité. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître, mais la prise de conscience est hyper importante. Il faut être essoufflé dans la journée, et ça passe par monter des escaliers. En effet, il ne faut pas rester sur les 3 premières marches, il faut monter jusqu'à être essoufflé. C'est comme ça qu'on améliore sa capacité cardiovasculaire. Donc, la nutrition, l'éducation à la santé, le réentraînement, l'accompagnement psychologique, tout ça, en fait, va nous permettre de rompre cette rupture du déconditionnement. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on pratique du sport? Le mot est un peu fort, mais comment est-ce qu'on pratique de l'activité physique? Il en faut pour tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir la prescription, la possibilité de la prescription du sport par son médecin. Alors évidemment, pas tous les médecins sont formés. C'est une loi qui est assez récente puisque ça date de 2016. Elle est en permanence en évolution avec un dernier décret en 2022. Donc voilà, il y a des améliorations à chaque fois. Il y a des gens qui sont de plus en plus formés. En tout cas, si vous ne savez pas par quel bout vous y prendre, vous pouvez aujourd'hui en parler à votre médecin traitant, parce qu'aujourd'hui, le sport se prescrit et que de plus en plus de médecins savent comment aiguiller. Et même dans le cas où un médecin n'est pas du tout au courant, il va au moins vous envoyer vers un médecin du sport,
où aujourd'hui il y a des maisons de sport santé. Enfin voilà, on sait, tous les médecins savent aujourd'hui qu'il y a des endroits où on peut vous donner les bonnes informations. En tout cas, il y a des médecins quand même qui sont formés, il y a des gens qui savent discuter avec les patients. Donc évidemment, aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'adhésion du patient. C'est-à-dire qu'il y a des barrières à l'activité physique, à la pratique de l'activité physique. Ça peut être des barrières qui sont physiques, des gens qui vont vous dire « Ah non, mais moi, j'ai mal au genou, j'ai des problèmes de genoux ». Comme je vous ai dit, même un grabataire aujourd'hui, on peut lui faire pratiquer de l'activité physique. Et même si sa situation ne va pas s'améliorer, il ne va pas se lever du lit, sa qualité de vie dans le lit va être améliorée. Il aura moins de crampes, il aura moins de douleurs parce qu'on l'a fait bouger dans son lit un peu tous les jours. Donc, même une gonalgie, même des douleurs à l'épaule, même des douleurs au niveau du dos, même avec toutes ces douleurs, on peut quand même trouver une activité physique que l'on va pouvoir pratiquer. La fatigue, probablement que c'est une des barrières les plus difficiles, puisque les gens, quand ils sont fatigués, ils n'imaginent pas du tout pouvoir pratiquer une activité physique. Et c'est là qu'il va falloir trouver des moyens motivants, des activités physiques en fait où la personne ne va pas avoir vraiment l'impression de faire du sport. Et c'est vrai que les activités collectives dans ce cas-là peuvent être intéressantes, les activités où il y a du monde, comme la marche nordique par exemple. Ça peut permettre la reprise d'une activité physique même lorsque la personne est fatiguée. Madame Il y a des Motton, gens qui ont... Oui. si vous me permettez, je voudrais juste prendre la parole 2 secondes pour dire qu'effectivement, dans le cadre de l'activité physique adaptée, bien, la MGFI prend en charge cette participation. Il faut savoir aujourd'hui qu'en matière de régime obligatoire, donc de sécurité sociale, il n'y a pas de participation et que la prise en charge donc repose entièrement sur votre mutuelle. Donc, dans tous les contrats de la MGFI, il faut savoir que vous avez une prise en charge donc, de cette activité physique adaptée. Le montant va de 60 € à 240 € par an suivant votre offre. Donc, en fait, vous regardez sur le site internet de la MGFI, vous aurez ce repère. Et il faut savoir aujourd'hui donc que l'activité physique adaptée s'adresse aux personnes en affection de longue durée. Normalement, la loi devrait évoluer dans les mois, dans les années à venir vers certaines maladies chroniques. Et c'est pour ça qu'effectivement, je rejoins Madame Motton, prenez contact avec votre médecin généraliste pour une prescription d'activité physique qui est encadrée et qui vous permettra donc d'accéder à ce type de pratique. Voilà, donc un rappel, une fois que vous avez pratiqué, on va dire, cette activité physique adaptée, le professionnel que vous avez contacté vous remettra une facture. Cette facture est envoyée à la MGFI et vous aurez un remboursement en adéquation avec votre offre. Voilà, Madame Motton, je vous rends la parole. C'était très important, en effet, de le préciser. Les choses vont évoluer, mais en effet, pour l'instant, et donc vous avez la chance d'avoir une mutuelle qui prend en charge en partie, en tout cas, cette activité physique. Donc, il faut vraiment en profiter. Donc, on en était aux barrières. Il y a des barrières qui sont aussi environnementales et organisationnelles. Il y a les aspects financiers. Et donc, en effet, il est très intéressant aujourd'hui qu'il y ait des mutuelles qui prennent en charge en partie ou la totalité de la remise à l'activité physique. Et puis, il y a les barrières psychologiques avec le manque de motivation, qui est probablement la barrière la plus compliquée, en tout cas pour le médecin. Mais en tout cas, en donnant les informations, aujourd'hui, on peut arriver quand même. Alors, une consultation parfois ne suffit pas, mais en 2-3 consultations, on arrive quand même à sensibiliser les personnes. Alors, il y a des facilitateurs aussi. Les facilitateurs, c'est cette information, en effet. Quand on explique à une personne qui a un diabète de type 2 qu'on peut faire disparaître son diabète avec la pratique d'une activité physique régulière, adapté, forcément, ça peut parler. Quand on dit à une personne qui a eu un cancer du sein qu'on peut diminuer son risque de récidive ou sa mortalité de 50%, évidemment, ça peut en tout cas éclairer la personne et la motiver pour démarrer une activité physique, surtout quand on lui en parle au tout début dans son parcours de soins et qu'on va lui proposer, la diriger, l'orienter
avec un encadrement sécurisé, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même une offre qui est de plus en plus développée. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a des facilitateurs et il faut pouvoir informer les gens. C'est la première étape. Donc, on revient un petit peu à notre aspect social. On va se focaliser un petit peu sur cet aspect social, puisqu'on a dit que ça faisait partie de la définition de la santé. Donc, je voulais vous dire qu'il y a quelques déterminants sociaux de la santé qui ont été répertoriés par l'OMS et que dans cet aspect social, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs choses. On a l'aspect social professionnel, on a la précarité et on a l'isolement social dû à une pathologie ou dû à un handicap ou dû à une situation particulière. En tout cas, on a 3 domaines dans cet aspect social sur lequel il va falloir travailler. Et le sport, toutes les petites flèches rouges à droite, le sport a un impact sur quand même pas mal de déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire que le sport peut permettre l'amélioration du stress, le sport peut permettre de diminuer l'exclusion sociale, le sport peut permettre, dans certaines pathologies, en tout cas, notamment le cancer, peut permettre une reprise du travail accélérée par rapport à des personnes qui ne pratiquent pas de sport. C'est aujourd'hui prouvé. Les gens qui ont une activité physique dès leur prise en charge initiale de cancer, par exemple, celles qui pratiquent une activité physique vont retourner au travail plus rapidement que les personnes qui ne pratiquent pas du tout d'activité physique. Le sport, évidemment, ça permet aussi un soutien social et ça a aussi un intérêt dans l'alimentation. Les gens qui pratiquent une activité physique, petit à petit, vont être sensibilisés sur leur alimentation. C'est pareil, c'est une évolution assez naturelle. En tout cas, la vie sociale et l'estime de soi sont liées. Aujourd'hui, nous le savons. Alors, Rousseau disait que nul ne peut être heureux s'il ne jouit de sa bonne estime. Donc, vous voyez, c'est assez ancien, le concept. L'estime de soi, c'est quoi? C'est la perception, en tout cas, que porte un individu sur le fonctionnement de son propre corps. Et aujourd'hui, c'est un indicateur majeur de santé physique et mentale perçue. Et je vous rappelle, nous l'avons dit, que la santé, l'aspect social fait partie de la définition de la santé de l'OMS. Donc ça, c'était pour poser un petit peu les choses. On sait aussi que la faible estime de soi est plus importante chez les femmes. Elle est plus importante chez la femme ménopausée, elle est plus importante chez la personne qui a eu un cancer et elle va affecter ce qu'on appelle la résilience, elle va affecter en fait l'adaptation de la personne à la maladie sur le long terme. Aujourd'hui, 70% des gens vont vivre après leur cancer. C'est un exemple, mais on pourrait utiliser les mêmes chiffres et même des chiffres les plus élevés encore, par exemple avec le diabète ou avec une hypertension artérielle. Il y a des gens qui vivent jusqu'à 90 ans avec une hypertension artérielle. L'activité physique, enfin, on va y revenir, mais en tout cas, une personne traitée qui va vivre avec une maladie pendant très longtemps, avec une faible estime de soi, ça va affecter son adaptation, en tout cas, à la maladie sur le long terme et lui permettre de retrouver, malgré la maladie, de retrouver une vie normale. 2 années après un cancer, pour exemple encore, il faut retourner à une vie normale. Il faut retourner au travail, il faut reprendre une vie familiale, il faut reprendre une vie sociale et l'activité physique va nous permettre d'améliorer tout cela. L'estime de soi, vous voyez, est liée avec les relations sociales, est liée avec le travail, est liée avec le sport, est liée avec l'apparence physique et les conduites. Nous avons fait une étude. Alors, avec les rubis, que je vous présenterai à la fin de ce topo, cette étude, elle s'est déroulée de 2017, septembre 2017 à janvier 2022, dans plusieurs sections rubis. On a évalué en fait 2 choses chez les personnes. On a évalué leur activité physique avec un score, peu importe, le JPAC, et on a évalué
leur estime de soi grâce également à un questionnaire et à un score qui s'appelle ISP 25. Cette évaluation, vous voyez, on l'a faite pendant donc de 2017 à 2022. Et donc, je vous montre juste les chiffres parce que c'est quand même assez intéressant. L'objectif primaire de l'étude, c'était d'évaluer l'estime de soi en fonction par rapport à l'activité physique. Et donc, en fait, l'estime de soi, petit à petit, augmentait jusqu'à, vous voyez, une courbe, une cassure. Cette cassure correspond au Covid, à la survenue de la crise sanitaire et du Covid-19 avec le premier confinement et l'arrêt brutal de l'activité physique adaptée que nous proposions. Donc, en fait, l'estime de soi, au cours du temps, augmente et évidemment, il y a une cassure de cette courbe au moment de l'arrêt de l'activité physique. Si on va un petit peu plus loin dans l'étude avec les objectifs secondaires, on voit qu'en fait, plus la dépense physique est importante et plus l'estime de soi est meilleure chez les personnes. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer en fait l'impact de l'activité physique sur l'estime de soi. Forcément, l'estime de soi, enfin nous l'avons vu tout à l'heure, est directement liée avec la vie sociale. On a voulu faire une autre étude un petit peu plus globale au sein des personnes qui pratiquaient l'activité physique adaptée rugby adapté. Donc, il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de mêlée, c'est du contact à toucher. Et donc, on a également montré une amélioration en fait de la qualité de vie. Et dans la qualité de vie, il y a l'évaluation de l'estime de soi, de la récupération corporelle, de la réappropriation de la confiance au corps, etc. Et donc là, je vous ai mis quelques photos pour illustrer ces séances d'entraînement ou ces rencontres que nous organisons de temps en temps. Vous voyez que sur le terrain, en fait, petit à petit, les gens récupèrent une dynamique, en fait, un engagement qui va évidemment, enfin je veux dire, c'est évident, hein, mais il faut le montrer avec les résultats des études, mais quand on voit ces visages, quand on voit cette détermination, forcément, on voit il va forcément y avoir une amélioration de l'estime de soi. Donc évidemment, après, on le prouve avec les chiffres, mais c'était un petit peu pour vous illustrer tout ça. Dans la qualité de vie que l'on évalue, il y a aussi le domaine vie sociale, et donc on trouve une amélioration de la composante sociale chez les 30 pratiquantes, les 30 pratiquants qui pratiquaient ce rugby adapté. Alors, le rugby adapté, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un aspect collectif, il y a un aspect convivial après les séances de rugby, vous le savez bien, avec les troisièmes mi-temps. Donc, voilà. Donc, de façon scientifique, on arrive à démontrer, et c'est significatif hein, au niveau statistique, qu'on récupère une vie sociale sur cette période de 2017 à 2022. Là, quand on évalue, on voit une augmentation progressive de cette composante sociale. Alors, c'est peut-être dû aussi, il y a en effet les entraînements, mais il y a aussi tout ce qu'on propose à côté, c'est-à-dire que quand vous pratiquez une activité physique adaptée, évidemment, il faut choisir le type d'activité physique parce que c'est important pour la motivation. Mais par exemple, nous, dans ce rugby adapté, en plus de l'entraînement, il y a cet aspect convivial, il y a le fait de faire participer les pratiquants à des événements forts, notamment le fait de promouvoir leur activité en disant que si elles arrivent à le pratiquer à 78 ans, avec une certaine surcharge pondérale, etc., sans avoir pratiqué de sport avant, et d'avoir eu une maladie en plus grave, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Donc, ces personnes-là ont aussi, lorsqu'elles le désirent, la possibilité de participer à ces événements que nous organisons parce que nous savons que c'est nécessaire pour pérenniser. Accessoirement, il y a également un impact sur les symptômes. L'activité physique va permettre de diminuer la fatigue, va permettre d'améliorer la motivation et va permettre aussi
d'améliorer ce qu'on appelle la fonction cognitive. Donc, c'est pareil, tout ça est très lié avec le lien social. Pour pouvoir garder un lien social, il faut avoir une fonction cognitive correcte. Et donc, voilà, ça, c'est hyper important. Donc, pour vous dire un mot sur le Covid, évidemment, on a tous connu cette période, cette crise. Donc, la première, je dirais qu'il y a eu 2 temps. Enfin 3 maintenant, puisqu'on connaît le 3e temps, la reprise. Il y a 3 temps. Le premier temps, c'est l'arrêt brutal de toutes nos habitudes de vie et donc de l'activité physique chez des personnes qui vraiment se sont vues, qui sont retrouvées dans un état de détresse parce que l'activité physique est, pour ces personnes, vraiment un soin entre guillemets, un impact sur la santé. Donc, le fait de l'arrêter brutalement, c'était vraiment pourvoyeur de détresse. Donc, évidemment, très, très vite, même si on ne pouvait plus pratiquer l'activité physique, très, très vite, grâce à ces outils de communication que nous connaissons aujourd'hui, comme la visio, on a développé des séances d'entraînement en visio. Alors, on était conscient que ce n'était pas du tout la même chose, mais en tout cas, ça nous a permis de garder le lien social. Et dans la deuxième partie, donc il y a une deuxième partie dans cette crise sanitaire, c'est-à-dire celle où les autorités sanitaires et ministérielles nous ont permis de continuer l'activité physique pour les personnes qui avaient une prescription et qui avaient une attestation. Donc, après le premier confinement, pour le 2e et le 3e, on a pu continuer l'activité physique. Et évidemment, on a continué aussi les séances d'entraînement en visio parce qu'il y a des personnes à des moments qui avaient quand même peur ou des personnes qui ne pouvaient pas parce que malades, etc., et qui ont quand même pu continuer l'activité physique pendant ce temps-là en visio. Donc, et ce 3e temps, qui est enfin le temps de la reprise de la vie normale que nous connaissons tous maintenant, avec une reprise de toutes les activités. Donc, on a fait une évaluation en fait de cette période et on a vu finalement que la qualité de vie, finalement, avec, évidemment, il y a une composante sociale dans cette évaluation de la qualité de vie, finalement, n'était pas vraiment impactée par la crise sanitaire. Et il y a d'autres études qui ont vraiment montré que grâce aux liens visio, grâce aux liens qui ont été développés durant cette période avec ces outils de communication, on a pu conserver le lien social. Donc voilà. Donc pour vous dire quand même que on s'est adapté, enfin que les gens se sont adaptés et assez rapidement durant cette crise. Alors, vous allez me dire, bon, ok, très bien, elle nous a raconté tout ça. Bon, ben voilà, mais moi, je fais quoi maintenant? Je crois que tout le monde, probablement tout le monde est conscient qu'il faudrait faire un peu plus d'activité physique adaptée ou non dans sa vie. Mais quel sport? En fait, j'ai envie de vous dire, celui qui vous fait plaisir, celui qui va vous rendre heureux. Donc, il faut déjà réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Alors, parfois, on a envie de faire des choses, mais on ne peut pas forcément. Moi, je prends l'exemple, je dis souvent, quand on fait des formations avec les médecins, je leur dis, bon, comment vous faites? Donc, on me dit, moi, je leur dis de marcher. Ok, vous leur dites de marcher. Moi, quand je peux pas les envoyer dans un club, je leur dis au moins de marcher. Mais en fait, il y a des gens qui vont pas marcher parce qu'ils ont peur de marcher. Vous dites à une personne âgée de 80 ans qui n'a pas pratiqué d'activité physique depuis très longtemps, qui n'a pas de jardin, vous lui dites du jour au lendemain qu'il faut qu'elle marche 1 heure par jour. Elle ne va pas aller marcher, en fait, parce qu'il y a ne serait-ce qu'un problème d'équilibre. Les gens ont peur de tomber. Donc, ça ne sert à rien de leur dire de marcher. Pour autant, la personne aurait envie d'aller marcher, aurait envie d'aller rencontrer des gens, mais elle ne va pas le faire parce qu'elle a une peur qui va être plus importante que sa motivation. Donc, en fait, quel sport? Il faut voir ce qu'on peut faire, il faut voir ce qu'on a envie de faire. C'est là que le médecin peut vous aider. Ou qu'une maison sport santé peut vous aider, ou qu'un médecin du sport peut vous aider. Un cardiologue aussi, il y a pas mal de cardiologues aujourd'hui qui connaissent tout ça. Et donc, parfois, il est nécessaire de reprendre une activité physique de façon très encadrée, très sécurisée. Le kinésithérapeute, par exemple, peut permettre une reprise de l'entraînement physique.
Aujourd'hui, un médecin, au lieu de dire à une personne de 80 ans, allez marcher 1 heure par jour, peut lui prescrire 2 séances de réentraînement à l'effort chez un kinésithérapeute encadré et petit à petit, jusqu'à autonomisation, en fait, jusqu'à ce que la personne puisse aller marcher toute seule. Donc, en fait, quel sport? C'est celui, en effet, qui fait plaisir et qui rend heureux. C'est aussi celui qui est disponible, parce qu'on n'habite pas tous dans des grandes villes où on a un tas d'activités physiques. Par exemple, nous, avec le rugby, l'idée, c'était de dire que il y a des petits villages, des petites communes où il y a juste le club de rugby et que si dans ce club de rugby que tout le monde connaît, finalement, la personne qui a 65 ans, très souvent, elle va donner un coup de main ou en tout cas, elle connaît parce qu'elle a des enfants ou des petits-enfants ou peu importe. Si dans ce club-là, il y a une section adaptée, il va y avoir que ça dans la petite commune et ça peut être intéressant parce que même si on n'y fait pas le rugby adapté, c'est vraiment adapté. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, nous, on a commencé, avec les personnes qu'on avait, on a commencé par des exercices, par du passé des passes de balles. Enfin, voilà, avant de pouvoir jouer sur le terrain et trottiner sur un quart de terrain, il a fallu quand même un certain temps où les personnes ont fait des petits exercices. Ça, c'est en fait, j'ai envie de vous dire, le travail du coach, le travail de la personne dans la structure qui va prendre en charge l'activité physique adaptée. Quand on dit activité physique adaptée, l'activité physique adaptée, aujourd'hui, c'est une formation, c'est un diplôme. N'importe quel coach ne peut pas faire de l'activité physique adaptée. Donc, ces gens-là savent très bien adapter une activité physique aux capacités de la personne. L'activité physique adaptée, ça veut vraiment dire on adapte l'activité à la personne et ce n'est pas la personne qui va devoir s'adapter à l'activité comme dans le sport, par exemple, réglementé. Voilà, donc c'est celui en tout cas qui va faire progresser la personne vers l'autonomie et vers l'insertion, en tout cas dans la vie, l'insertion ou la réinsertion, en tout cas dans la vie sociale, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment le concept à travailler, en tout cas dans la notion de santé. L'idée de la santé aujourd'hui étant de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, c'est-à-dire avec une qualité de vie qui vous permette d'avoir une vie sociale et d'être autonome, en tout cas dans vos activités quotidiennes. Alors, je vais vous dire un petit mot avant de passer aux questions. Je vais vous dire un petit mot quand même sur le rugby. Le rugby peut-il être un sport santé? Évidemment, comme toutes les fédérations sportives, il y a quelques années, avec ce décret de prescription, on a dû réfléchir à la possibilité de pratiquer un rugby adapté. Donc, du coup, voilà, on a réfléchi et en effet, le rugby peut être adapté aux personnes. Alors, je vais vous montrer un petit film. Ce petit film, comme je vous ai dit, au début, c'était plutôt quand il y avait 3-4 patients, c'était plutôt des séances, on va dire des petits ateliers. Et puis petit à petit, on a pu proposer à la demande des personnes, parce que je dis bien que c'est à la demande des personnes, une activité de jeu, puisque évidemment l'humain est ce qu'il est et qu'après une maladie, passer la phase aiguë, passer les traitements, passer la période de réhabilitation, on a envie de se dépasser, on a envie de rencontrer d'autres personnes et puis on voit un petit peu le rugby à la télé, même si on ne fait pas de mêlée et de plaquage, on a quand même envie d'apprendre à faire des passes correctes, etc. Donc voilà, c'est quand même les résultats, le petit film que vous allez voir après quelques années quand même de pratique. Et aujourd'hui, on intègre des nouvelles personnes tout. Et t'es novice ? Les Rubies, Rugby Union Bien-être et Santé, c'est une association, un club sportif qui est né en novembre 2017
après 3 années d'action pilote initiée par la Fédération française de rugby. Depuis quelques années maintenant, on sait que le sport, plus précisément l'activité physique adaptée, encadrée, a de réels bénéfices sur la qualité de vie, sur la tolérance des traitements et sur le pronostic de la maladie des patients qui ont eu un cancer. Ces patientes, puisqu'on a commencé avec les cancers féminins, ces patientes, elles jouent au rugby. On s'est rendu compte qu'elles n'étaient plus dans la soumission des traitements, qu'elles n'étaient plus dans la soumission de la maladie, qu'elles reprenaient leur vie en main. Quelque part, elles deviennent un peu des combattantes. De reprendre du sport, c'était de faire un test d'effort. Oui, je crois qu'effectivement, quand on est sur de l'activité physique adaptée, c'est prescrit par souvent la structure ou le médecin. Vous pouvez me le confirmer, Madame Motton? Oui, alors en fait, c'est une question très intéressante. En fait, il y a activité physique et activité physique. Quand on ne fait pas d'activité physique depuis très, très longtemps, par exemple, lorsque le médecin vous envoie chez le kiné pour un réentraînement à l'effort, une remise à l'effort, il n'y a pas forcément besoin à ce moment-là d'une épreuve d'effort ou d'en refaire une plus récente. Ce qui va être intéressant dans l'épreuve d'effort, c'est quand on passe à une étape, par exemple, quelqu'un qui a en effet, je ne sais pas, je vous donne un exemple, qui a 65 ans et qui fait un peu de kiné et puis qui a envie d'aller un petit peu plus loin, voilà, qui se remet, j'en sais rien, je reprends l'exemple du rugby parce que voilà, qui se remet, qui va faire du rugby à toucher, etc., dans un truc disponible pas très très loin. Bon, ben là, c'est quand même pas mal, surtout quand il y a des antécédents ou des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est quand même pas mal de voir votre médecin traitant déjà pour en discuter. Et puis, dans ce contexte-là, il va forcément vous prescrire une épreuve d'effort si elle n'a pas été faite récemment, bien sûr. C'est très bien, merci pour votre réponse. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions à l'heure actuelle, donc peut-être qu'effectivement, votre propos a été complet et a permis à chacun de trouver des réponses à ces questions. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette webconférence et puis vous donner rendez-vous très prochainement, c'est-à-dire le mois prochain, pour une autre visioconférence qui, cette fois-ci, portera sur l'audition. Voilà, merci à vous tous, très bonne continuation et au plaisir de vous retrouver. À bientôt, au revoir.